Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui sur notre podcast pour parler des questions de financement des startups et des PME. Il s'agit d'une thématique importante à bien des égards, puisque beaucoup de startupeurs et d'entrepreneurs la mentionnent comme étant problématique pour le développement de leurs activités. Il est donc important d'aborder ces questions de financement, surtout dans le contexte africain, afin de permettre d'identifier des pistes de solutions pour améliorer l'accès des PME au financement. Pour en parler, je reçois Fabrice Nzebekale, qui est un spécialiste des questions de financement. Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté de nous entretenir sur la question du financement des startups. Donc c'est une question aujourd'hui qui est assez délicate quand on parle de financement parce qu'elle touche la croissance et le développement des startups. Bonjour Cédric, et merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bien sûr, alors je suis Fabrice Nzebekale, je suis gabonais. J'ai fait une longue carrière dans la finance à l'international. J'ai également travaillé dans le secteur minier et depuis un peu plus de 5 ans, je dirige un cabinet de conseil en financement en stratégie panafricain qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et surtout, je suis un business angel, donc j'investis dans des startups ou dans des projets d'entreprise. Ah super, donc clairement aligné avec le thème qu'on aborde aujourd'hui. Et donc, Tout à fait. ouais, je pense que tu en as un peu parlé, mais c'est quoi ton histoire avec l'entrepreneuriat? Donc, de façon spécifique, hein, donc les questions qu'on traite ici, c'est vraiment les startups et aussi les PME d'une moindre mesure. Mais pour ces startups et ces PME-là, quand on parle de financement aujourd'hui, toi, quelle est plus ou moins ton expérience pratique sur ces questions? Alors, ça a commencé quand j'étais dans la banque, quand j'ai commencé ma carrière. Et il y avait des projets, des demandes de financement que je recevais, que je trouvais très intéressantes, mais que la banque ne finançait jamais parce que il y avait des règles. Et l'une des règles, c'était par exemple que la probabilité d'échec d'une entreprise est très élevée lorsqu'elle a moins de 3 ans. Une autre D'accord. manière de dire ça, c'est que 50% des entreprises meurent avant d'avoir atteint leur troisième année. Et ça, c'était une statistique qui était vraie non seulement au Gabon, en Afrique, mais dans le reste du monde. Et en fait, c'est une statistique américaine. Et donc, la banque pour laquelle je travaillais avait décidé de ne pas travailler avec des entreprises de moins de 3 ans. C'était très, très difficile, sauf si on apportait des garanties, etc. Donc, j'ai commencé à voir que pour des PME, pour des entreprises plus jeunes, c'était déjà difficile. Ensuite, j'ai fait des études et notamment un MBA. Et durant ce cursus, j'ai lu que les pays développés se sont développés grâce aux entrepreneurs qui avaient innové et que il fallait favoriser l'entrepreneuriat pour contribuer de manière significative au développement d'un pays. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre l'importance de l'entrepreneuriat et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une première start-up. C'était en 2013. C'est comme ça que ma passion de l'entrepreneuriat a grandi. Donc, j'ai accepté de m'impliquer de plus en plus dans des organismes liés au développement de l'entrepreneuriat ou au financement de l'entrepreneuriat. J'ai par exemple été au conseil d'administration de JA Gabon pendant 6 ans à peu près. Ensuite, j'ai rejoint un club de business angels à Dakar qui s'appelle Dakar Network Angels. J'ai plus récemment créé un autre club de business angels, Gabon Angel Investor Network, qui est spécifique au Gabon. Donc, c'est ce que je fais. Je rencontre des entrepreneurs, je parle avec des financiers, je parle avec d'autres business angels pour voir comment on peut constamment améliorer l'écosystème entrepreneurial en Afrique et plus précisément au Gabon pour ce qui me concerne. Et donc, quand on parle de financement et de start-up, effectivement, bon, nous, la question qu'on veut couvrir, c'est aussi d'avoir une approche qui est un peu panafricaine parce que selon les différentes régions dans lesquelles on se trouve, on a des modalités qui sont mises en place pour pouvoir appuyer ces start-up-là.
Et aujourd'hui, quand on parle de financement de start-up, selon toi, d'un point de vue continental ou régional, euh, c'est quoi la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt une situation qui est favorable? Est-ce qu'il y a des exemples qui marchent bien, par exemple, de pays ou de régions qui ont mis en place des systèmes, qui ont mis en place des approches et qui aujourd'hui ont un effet sur le développement des startups et peut-être la croissance des PME? Oui, ça va mieux. On est encore loin de d'autres régions du monde, mais comment dire, on n'est plus dans le noir, je dirais, où on était encore il y a 10-15 ans. Je pense qu'en 2022, il y a les startups africaines ont reçu, je pense, 6 milliards de dollars d'investissement, ce qui est énorme. Il y a quelques années, les transactions de plus de 100 millions de dollars étaient extrêmement rares et ça devient de plus en plus fréquent. Donc ça, c'est l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, comment dire, il y a des régions, il y a des pays qui sont plus avancés et qui attirent beaucoup plus d'investissements que d'autres. Et en général, ce sont des pays où non seulement la population est forte, mais parce que la population est forte, et l'écosystème entrepreneurial est un peu plus développé, il y a beaucoup plus d'investissements. Donc, c'est par exemple l'Afrique du Sud, c'est par exemple le Kenya, c'est par exemple le Nigeria qui attire de gros investissements et d'où émergent de grosses startups dans les autres pays, notamment en Afrique du Nord. C'est également très développé. L'Égypte a un écosystème entrepreneurial extrêmement développé avec des fonds de VC, des business angels qui investissent en local. Mais il faut également signaler d'autres pays comme le Sénégal, par exemple, où l'écosystème entrepreneurial se développe de plus en plus. Il y a des fonds de VC locaux et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que de nombreux pays ont pris le chemin du business angel, de l'angel investing. Donc au départ, ça commence par comment dire, un regroupement de quelques personnes qui décident d'investir ensemble dans des startups. Ensuite, il faut identifier les startups. Il faut également éduquer les autres membres potentiels pour qu'ils deviennent des business angels. Et il faut souligner l'effort très, très important qui est fait par l'Association panafricaine des réseaux de business angels, la BAN, pour sensibiliser non seulement les autorités, mais également les personnes qui ont un peu d'argent pour investir également dans les startups, pour ne plus se concentrer sur l'immobilier leur faire comprendre que les startups sont une autre classe d'actifs qui permet de diversifier son portefeuille. D'accord. Et en fait, et donc ce qui veut dire que ces pays-là qui ont mis en place finalement des approches entre tous les acteurs arrivent aujourd'hui à avoir des impacts de ces situations-là, notamment avec la naissance d'un certain nombre de startups et de PME. Absolument. Je vous donne un exemple. Wave. Wave, c'est une fintech qui a été lancée au Sénégal et qui a révolutionné le secteur du mobile banking au Sénégal et dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Avant ça, il y avait un acteur qui était très dominant, qui est Orange Sénégal. Et lorsque Wave, qui est une startup qui n'existait pas il y a 5 ans, est arrivée, ils ont en quelques mois capturé au moins 25-30% de parts de marché. Ils ont complètement déstabilisé le mastodonte que Orange Sénégal était, au point où Orange Sénégal a dû s'aligner sur les conditions tarifaires de Wave. Mais ça a permis comment dire, ça a permis d'avoir un impact sur l'écosystème parce que beaucoup de marchands se sont greffés sur Wave parce que les conditions, l'utilisation étaient différentes de celles d'Orange. Donc ça a dynamisé l'écosystème. Si vous prenez Flutterwave au Nigeria, pareil, ils ont eu un gros impact sur le mobile banking au Nigeria et depuis, ils se sont développés hors du Nigeria. Donc, ça a un impact sur l'Afrique et sur les économies. Ça permet à des individus, à des sociétés de transacter beaucoup plus facilement
et à des coûts beaucoup moins élevés. Il y a des sociétés qui sont maintenant capables d'acheter des marchandises dans d'autres pays et les paiements se font de manière beaucoup plus simple sans avoir à aller à la banque. Donc l'impact est réel sur l'économie. C'est pour ça qu'il doit être encouragé par tout le monde, par les autorités, par les gros donneurs d'ordre et il faut également encourager les individus à investir dans les startups. D'accord, d'accord. Donc, en fait, ça veut dire situer un peu une responsabilité aux différentes parties prenantes. Mais aujourd'hui, par exemple, tu prenais le cas de Wave et moi, ça m'interpelle, sachant que c'est un type d'activité qui a eu, comme tu disais, un impact sur les différents pays en termes de transactions et de volume de transactions, donc aussi d'argent injecté dans l'économie, donc qui touche les PME, qui touche les startups, qui touche les très petites entreprises. Mais aujourd'hui, selon toi, quels sont les risques en griffe que si je peux dire, ou quelles sont les initiatives que les dirigeants de ces différents pays ont pris, donc pour encourager une initiative entrepreneuriale comme celle-là? Et est-ce que ça relève par exemple de stratégie globale ou c'est plutôt sur la base d'une opportunité, par exemple, pour développer les services? Bien sûr, on sait quand on parle de finances numériques, on parle aussi du tissu économique, etc. Donc, selon toi, quels sont les facteurs de motivation qui ont permis à ces pays et aussi quelles sont les décisions fortes qui ont été mises en place? Alors, les facteurs qui ont motivé les pays, je pense que il y a une vague qui pousse à la digitalisation de nombreux pans de l'économie. Et on ne peut pas rester en arrière-garde et faire comme si le monde n'évoluait pas. C'est comme si vous disiez, comment dire, je vais continuer de prendre le bateau ou le train ou la route pour voyager. Je ne vais pas prendre l'avion. Alors maintenant, il y a certains qui sont plus que d'autres, réagir plus vite, être proactifs, pour mettre en place sous les infrastructures physiques, sous les réglementaires, pour permettre à cette évolution-là de se faire et d'avoir le plus d'impact possible, impact positif possible sur la population et sur l'économie. Et c'est ça qui fait la différence entre les pays. Il y a certains pays où la Banque centrale, très rapidement, a pris le sujet des fintech à bras le corps et plutôt que de voir les fintech comme des concurrents des établissements financiers que sont les banques et les microfinances, ont plutôt élaboré un cadre réglementaire parce qu'on a besoin d'un cadre pour permettre aux fintech de se développer le mieux possible. Pourquoi? Parce que en fin de compte, il faut protéger le consommateur, mais lui permettre également d'avoir accès à de nouveaux produits, à des produits innovants, à des services financiers innovants. Donc, il y a certaines banques centrales qui sont allées très rapidement dans cette direction. Il y en a d'autres qui sont un peu plus lentes, mais le mouvement est là. Je ne connais pas un seul pays où la Banque centrale continue de s'opposer, par exemple, à la création de fintech et à la concurrence entre les fintech et les établissements financiers traditionnels. Donc, il y a des mesures qui doivent être prises. Il y a un mindset qui doit être adopté. Pourquoi? Parce que c'est ce mindset ouvert qui permettrait, par exemple, de digitaliser certaines activités de l'administration pour, par exemple, permettre aux usagers de ne plus avoir à se déplacer pour commander, par exemple, leur extrait de casier judiciaire ou leur extrait de naissance, que tout ça puisse se faire en ligne. Ce sont des choses qui sont faites depuis 20 ans dans d'autres pays et il faut que pour des services aussi simples, on avance. Il y a des startups qui ont proposé de digitaliser la collecte des taxes municipales, par exemple. Ce sont des choses qui vont dans le bon sens et il faut que les maires, il faut que les dirigeants des administrations des impôts soient ouverts à ce genre d'évolution parce que ça va améliorer également leur impact et ça va améliorer la collecte des impôts. Donc, il y a aussi une autre question, en fait, quand on parle de financement. Bon, effectivement, tu as donné des exemples et tu as illustré un peu tout ça. Mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est de savoir
comment est-ce que les startups et les PME elles-mêmes se positionnent pour avoir accès au financement? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de comment est-ce que déjà donc les startups, mais ça peut être par exemple par le biais des incubateurs, par le biais des accélérateurs, sur l'offre qu'ils proposent à ces startups ou ces PME-là pour être viables avant d'avoir accès à un minimum de financement. Donc aujourd'hui, selon toi, c'est quoi la situation générale? Et comment tu penses que ces startups-là devraient faire pour, ou ces organisations, inverser la tendance et peut-être un peu mieux s'exposer au financement des différents types d'acteurs? Alors, euh, il y a, on va dire, 10, 15 ans, quand de nombreux pays se sont dit, OK, il faut favoriser l'entrepreneuriat, beaucoup ont commencé par ouvrir des incubateurs, publics pour commencer à, entre guillemets, former des entrepreneurs. En fait, former, c'est un mauvais terme parce qu'on ne forme pas l'entrepreneur. Je pense qu'on peut lui donner les outils, mais on ne peut pas lui enseigner comment avoir le mindset entrepreneurial. C'est un processus qui vient naturellement. Mais on peut lui donner des outils sur comment améliorer son projet, comment mieux penser son projet pour qu'il évolue de l'idée à un vrai projet qui puisse convaincre les investisseurs d'être financés. Donc, il faut continuer de renforcer la capacité des incubateurs. Pour ça, il faut signaler le travail admirable qui est réalisé par Afrilab, qui est une association panafricaine des incubateurs. Et il en faut beaucoup plus. Il faut trouver des moyens d'encadrer les artisans, d'encadrer les entrepreneurs dans les zones rurales qui n'ont pas accès à ces incubateurs-là. C'est ça qui va permettre aux aspirants entrepreneurs ou aux entrepreneurs d'améliorer leurs projets, de mieux se présenter, de mieux pitcher des investisseurs potentiels. Et c'est seulement à ce moment-là que, que les financements pourront également accompagner ces projets-là. Si on ouvre la vanne des investissements de manière large aujourd'hui, sans que les entrepreneurs ne soient, prêts, ça peut avoir un effet négatif parce que les investisseurs vont se dire ah oui mais moi je suis prêt à investir mais je trouve que les projets ne sont pas de bonne qualité et donc ils vont arrêter ils vont fermer leur vanne au détriment des investisseurs. Donc je pense que il est important que on continue de renforcer la capacité d'accueil des incubateurs, qu'il y en ait beaucoup plus, qu'ils soient segmentés, qu'il y ait des incubateurs tech, qu'il y ait des incubateurs agricoles, qu'il y ait des incubateurs dans la santé, par exemple, dans l'éducation, des incubateurs généralistes, pour encadrer le plus de candidats entrepreneurs possible. Et puis, il faut aussi que les incubateurs soient adaptés aux spécificités de nos marchés. Dans beaucoup de D'accord. pays, par exemple au Gabon, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont une activité salariée la journée et le soir et le week-end ont des activités, ont des business sur lesquels ils travaillent. Donc, quand dans d'autres pays, on va exiger que l'entrepreneur soit à plein temps, il faut prendre le temps d'accompagner les gens qui mèneront deux activités en parallèle jusqu'à ce qu'ils décident de franchir le pas et de devenir entrepreneur à plein temps. Mais beaucoup continueront d'avoir les deux activités en parallèle pendant quelque temps. Donc, il faut s'adapter aux circonstances dans lesquelles on évolue plutôt que de vouloir un modèle qui serait un modèle américain. Tout à fait. Donc, peut-être une dernière question de mon côté, c'est aujourd'hui, donc tu as cité tous ces exemples-là et en début de notre discussion, tu énonçais un peu le travail que tu fais aujourd'hui, l'expérience que tu as. Et en fait, ma question serait aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles à ton niveau? Donc déjà pour mettre en œuvre un peu les différentes recommandations que tu as énumérées là. Et aussi, qu'est-ce que tu penses comme étant l'activité que tu mets en place qui est plus ou moins innovante pour pouvoir
permettre donc à ces institutions de financer, aux incubateurs de pouvoir appuyer des startups et aux startups et aux PME d'être un peu plus viables? Très bien. Alors, la première chose, c'est que j'investis. Comment dire, je ne suis pas millionnaire, mais je me dis que même 250 000 francs CFA investis dans un projet peuvent avoir un impact sur l'économie à long terme. Donc, je n'attends pas d'avoir des millions de dollars en banque pour commencer à investir. J'investis de manière régulière et j'investis depuis 10 ans déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que alors qu'au tout début, j'investissais seul, je me suis rendu compte que j'aurais plus d'impact si j'investissais avec d'autres. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le premier club de Business Angels. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas cette activité au Gabon et que, comment dire, qui est mon pays et que c'était quelque chose auquel il fallait remédier. Donc, j'ai créé une association, le Gabon Angel Investor Network, pour réunir des business qui sont intéressés par l'investissement dans des startups au Gabon. Et cette association sert également à faire du plaidoyer auprès des autorités pour expliquer ce que c'est le angel investing, pour expliquer l'importance de l'angel investing et pour voir dans quelle mesure, comment dire, peut contribuer. Enfin, je crois en une chose très très fortement, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. Il faut, autant que faire se peut, intégrer les acteurs existants de l'écosystème pour que l'écosystème se renforce mutuellement. Donc, lorsque j'ai créé le Gabon Angel Investor Network, je suis allé voir les incubateurs existants pour leur expliquer la démarche et pour leur demander de me référer des projets. Donc, j'interviens auprès de certains incubateurs pour, comment dire, présenter l'opportunité que présente le gain pour les entrepreneurs incubés dans ces structures-là. Donc, moi, mon focus, c'est vraiment de travailler en collaboration, en bonne intelligence avec les autres acteurs de l'écosystème pour ne pas avoir à réinventer la roue, parce que mon succès dépend de leur succès et leur succès dépend de mon succès. Donc, nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Donc, j'essaye de tirer parti des avantages du fait que le gain est membre de l'EIBAN pour obtenir du soutien de l'EIBAN pour renforcer les capacités d'investissement des membres du gain, pour renforcer les capacités entrepreneuriales des entrepreneurs au Gabon. Donc, c'est dans cette optique-là que je me situe. Fabrice, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui et merci pour l'ensemble d'éléments que tu as pu verser à la discussion. Je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous auront écoutés aujourd'hui auront retenu un certain nombre de choses. Et voilà, je pense que les efforts sont en cours et que l'ensemble des acteurs de l'écosystème vont continuer à travailler ensemble pour faire en sorte que le financement soit amélioré pour les startups. Merci. Cédric, je te remercie beaucoup pour m'avoir invité et bonne continuation. Merci.